Nous allons parler dans cette vidéo de changer son rapport à l'argent pour devenir riche. En effet, l'argent ou le manque d'argent est bien souvent un sujet d'inquiétude chez la plupart de mes patients. C'est un sujet qui revient régulièrement dans la vie de tout un chacun. Pourquoi devoir changer son rapport à l'argent pour pouvoir devenir riche? D'abord, c'est parce que c'est bien souvent ce qu'on met derrière le mot argent qui crée une tension chez nous, qui crée un blocage dans ce domaine-là. Je suis toujours amusée de voir ce qu'on met derrière ce mot, tout ce que ça cache, je n'ai pas d'argent, et ce qu'on peut mettre derrière le mot argent. C'est souvent quand quelqu'un me dit « Ah mais ça coûte trop cher, j'aimerais bien mais j'ai pas d'argent ». J'aimerais beaucoup faire ça, hein, mais je suis désolée, en ce moment j'ai un budget, c'est ric-rac. Et quand une personne me dit ça, je lui dis « Attends, stop, imagine, je te donne tout l'argent qu'il faut. T'as envie ou t'as pas envie de faire ça? T'as envie ou t'as pas envie d'aller à cet endroit-là ?» Et bien souvent, quand on remarque et puis qu'on est honnête avec nous-mêmes, en fait, c'est parce qu'on dit non, parce qu'en fait, on n'a pas envie d'y aller. Si on avait envie d'y aller, comme par hasard, on trouverait éventuellement le budget. Mais là, on va dire, bah non, j'ai pas le budget, je suis vraiment désolée. Et c'est comme si l'argent, le fait, ou l'absence d'argent plutôt, était une excuse non discutable par la personne en face. Ok, bah t'as pas d'argent, donc je comprends, pas de problème, je te comprends. Alors qu'en fait, la véritable réponse, c'est non, j'ai pas envie d'aller là, ou j'ai pas envie de faire ça avec toi, ou j'ai pas envie de payer pour ça. Mais l'argent, c'est une excuse efficace et non discutée par qui que ce soit. Notre manière de vivre l'argent, elle dépend aussi beaucoup de notre éducation et de nos croyances, de ce qu'on a, plus précisément de ce qu'on a vécu par rapport à l'argent, de notre passif avec ce sujet-là. Ça peut être des phrases qu'on a entendues toute notre enfance ou des phrases qu'on entend régulièrement comme l'argent est difficile à gagner, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, il faut mériter l'argent. Sous-entendu que c'est un effort forcément de gagner de l'argent. Ah, toi tu es un panier percé. De toute manière, tu seras incapable de gagner ta vie, c'est impossible. Tu es tout le temps en train de dépenser, tu es un véritable panier percé. Tu sais pas gérer ton argent, donc tu auras toujours des soucis. Ou alors, il faut choisir un métier qui gagne de l'argent. Ça doit être la première motivation dans notre vie. Ou alors, l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Je veux dire, il faut travailler pour ça. C'est dur de gagner son argent. Donc, il va falloir que tu t'y mettes. Ou par exemple, ça peut être l'inverse. Bon, de toute manière, l'argent, c'est inintéressant. On s'en fiche de l'argent. Il n'y a pas de problème d'argent. L'argent, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Ou alors, sans argent, on n'a rien. C'est toujours les mêmes qui payent. Hein, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Puis nous, on n'est pas nés dans la bonne caste, dans le bon niveau social. Ou alors, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas de travail. Et si tu n'as pas de travail, tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas de voiture, tu ne pourras pas t'offrir des vacances. Ces espèces de phrases qu'on entend, ou même ça peut être aussi, t'as vu, je travaille pour toi, pour te payer à manger, pour te payer des habits. Je travaille jusqu'à épuisement par rapport à toi pour que tu n'aies pas la même vie que moi, pour que tu ne vives pas ce que moi j'ai vécu. Toutes ces phrases-là, mine de rien, qu'on entend, qu'on absorbe, elles vont créer notre relation à l'argent. Elles vont créer aussi comment on perçoit l'argent. Ça peut être des phrases, mais ça peut aussi être des événements qu'on a vécus durant notre enfance, qui nous ont marqués, comme par exemple le fait que des huissiers viennent à la maison pour que des parents travaillent tout le temps pour gagner de l'argent et qu'ils puissent jamais être présents et c'est pour gagner de l'argent qu'ils le font. Ou alors des parents qui sont aisés mais qui sont tout le temps absents et qui vont payer à leur enfant tout un tas de personnel pour l'aider à faire ses devoirs, pour l'aider à faire du sport, pour lui faire à manger, pour le garder le soir pendant qu'il sorte ou pendant qu'il voyage. Comme si justement ils voulaient compenser leur absence vu qu'ils ont de l'argent, par tout un tas de personnel, mais souvent c'est les enfants qui vivent ça sont des personnes qui manquent en fait, à qui leurs parents manquent en fait. Mais on va dire, voilà, quand on a beaucoup d'argent, en fait en définitive on n'est pas des bons parents, on n'est jamais là, on paye des gens pour éduquer ses enfants. Ou alors ça peut être aussi des parents qui disent non à tout pour l'argent. Ah non, désolé, j'ai pas le budget. Non, tu peux pas avoir tes baskets. Non, tu peux pas sortir. Non, tu peux pas avoir la même chose que tes copains parce qu'il n'y a pas d'argent. Ou alors, par exemple, des mères au foyer aussi qui disent oui, mais bon, moi je suis obligée de rester là. Je veux dire, je dépends de l'argent de ton père.
Hein, toutes ces phrases-là, c'est pas des choses c'est vraiment des choses dont j'ai entendu parler de la part de mes patients durant les séances. Donc je suis pas du tout en train d'inventer des choses qui n'existent pas, qui sont beaucoup trop grosses quand même. Un parent peut pas dire ça à son enfant. Non, non, ça arrive. Et ça arrive bien plus souvent que ce qu'on le croit. Ça peut être aussi d'assister à des conflits au nom de l'argent lors de divorce. Ça peut être des parents qui dépensent l'argent qu'ils n'ont pas, sans même compter et qui mettent en fait la famille dans une situation compliquée. Ça peut être justement des parents qui vont brandir le budget, l'argent ou la notion de l'argent. C'est pas forcément j'ai pas l'argent, mais ça peut être pour que tu apprennes ce que c'est que l'argent. Bah non, tu n'auras pas ça. Je ne vais pas t'offrir ça, je vais pas t'acheter ça. Ou alors au contraire, des parents qui vont offrir tout ce que désire leur enfant pour compenser un peu leur absence et leur culpabilité de ne pas être tout le temps présent. Donc en fonction de notre vécu, en fonction de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a vécu, on va construire des croyances par rapport à l'argent. On va voir soit l'argent comme quelque chose de facile à avoir, soit comme quelque chose de difficile à avoir. Soit on va se dire, bah, de toute manière, moi je suis né dans cette condition-là, donc je ne serai jamais riche. Ou alors on va penser que l'argent est source de conflit, source de pouvoir, source d'injustice, ça c'est quelque chose qui revient aussi très souvent. Hein. Si on veut beaucoup d'argent, bah, il va falloir mettre de côté son humanité, son côté social, son côté aimer les gens, parce que bah, dans le social ou dans le côté humain, bah, on ne gagne pas bien sa vie, on donne. Hein. On ne va pas recevoir d'argent, on ne se lance pas dans une carrière tournée sur l'autre pour gagner de l'argent, ça ne se fait pas. Et au contraire, hein, on peut aussi penser que bah, tous ceux qui ont de l'argent sont forcément des gens qui ont dû marcher sur la tête des autres, sont forcément des gens qui ont dû avoir zéro qualité humaine pour pouvoir gagner cet argent. Donc en gros, c'est soit je choisis le côté humain, soit je choisis d'avoir de l'argent. Ou alors on va partir du principe où l'argent est tabou. Ça aussi, ça arrive beaucoup que dans la famille, on ne parle pas d'argent, on ne demande jamais qui gagne combien. C'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Ou alors des personnes qui vont aussi avoir une éducation et une croyance que l'argent, c'est pas un problème et que quelque part, c'est pas du tout leur centre d'intérêt. Mais il faut se rendre compte que la notion d'argent, de ce que représente l'argent pour nous, est beaucoup issue de croyances, beaucoup issue de vécu, et qu'on y met souvent beaucoup de choses bien différentes en fonction de ce qu'on a vécu par le passé. Donc, mais la première question qu'il faut qu'on se pose peut-être quand on rencontre cette difficulté par rapport à l'argent ou des blocages par rapport à l'argent, c'est de se rendre compte, ok, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est tendu ou détendu quand on évoque ce sujet? Est-ce que quand on dit le mot argent ou des situations qui amènent à penser au concept de l'argent ou à ce sujet-là, est-ce que je suis tendu ou détendu? Si je suis tendu, c'est que c'est mon mental qui débarque. Ça veut dire que on me dit argent, instantanément, j'ai le mental, le petit vélo, l'ego, le hamster hein, qui tourne dans sa cage, qui vient m'amener, qui est présent et qui débarque. Et puis ce mental, il débarque avec son lot de peur, d'angoisse, d'anxiété, mais aussi il nous emmène dans les croyances que argent c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est bon, c'est pour moi, c'est pas pour moi, j'ai le droit d'aimer l'argent, j'ai pas le droit d'aimer l'argent. Donc vraiment, c'est le mental qui instantanément va débarquer si quand on entend le mot argent ou quand on y pense, on ressent une tension. Une tension, c'est une boule à la gorge. Ça peut être les épaules crispées, ça peut être une tension dans le ventre. Voilà, dès qu'on va ressentir une tension physique, palpable par rapport à l'argent, c'est que en fait, notre mental débarque et se déclenche instantanément quand on est dans ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de sortir de ces tensions? On va fuir le sujet. Donc on va avoir tendance à fuir tout ce qui va nous ramener à l'argent. Par exemple, quand c'est courant de dire bah, j'ouvre plus mon courrier. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ouvre mon courrier, j'ai des factures. Je veux surtout plus voir ça. Ça me crée trop de tension à l'intérieur. J'ai trop peur de tomber sur une facture impossible à payer. Donc, j'ouvre plus mon courrier. Je fuis tout ce qui est administratif.
j'évite de regarder mes comptes bancaires, alors je dépense sans savoir, et puis à chaque fois que je mets ma carte dans une machine, je me dis, oh, j'espère que ça va passer, j'espère que ça va passer, parce que je veux surtout fuir ces tensions. Et puis le problème, c'est que ça ne marche pas du tout, parce que généralement, on est avec notre mental en train de s'imaginer encore une situation encore pire que ce qu'elle peut être. Mais disons c'est pas rare de trouver des personnes qui sont complètement tétanisées par rapport au fait qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'en ont pas assez, et qui vont s'empêcher de vivre les choses, qui vont s'empêcher de dire oui à une sortie, de pouvoir s'acheter de nouveaux habits, ou qui vont être complètement tendues et paralysées au point aussi de fuir leur entourage de manière à ce qu'elles ne soient pas sollicitées par des gens qui disent bah ça te dit on se fait un petit resto, bah non j'ai pas l'argent donc moi je peux pas. Donc en fait c'est vraiment le fait de pas avoir d'argent ou d'avoir un problème avec l'argent va créer une tension énorme et va nous mettre dans un mental très puissant qui va faire que petit à petit on va s'enfermer, se renfermer, se couper de toute situation qui pourrait nous pousser à être confrontés à ce sujet. En fait, ce qu'on fuit, c'est une tension. C'est la douleur qu'on ressent par rapport à ce sujet-là. C'est pas vraiment l'argent. C'est qu'est-ce que ça vient nous déclencher, ce sujet. Mais ça, on va y venir. La deuxième question, une fois qu'on s'est rendu compte que, bah, tiens, on était pas mal dans notre mental par rapport à l'argent et que peut-être que un des problèmes qu'on a par rapport à l'argent, c'est notre mental. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de devenir riche? Qu'est-ce qui me pousse à avoir cette envie-là de dire j'ai envie de devenir riche, ou en tout cas j'ai envie de gagner plus, hein, parce que devenir riche c'est aussi bien tabou, ça dépend de ce qu'on va mettre dessus, mais qu'est-ce qui me pousse à avoir envie de gagner plus, d'avoir plus d'argent? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de vivre avec ça? Est-ce que c'est vraiment l'argent qui va m'amener ça, ou est-ce que c'est grâce à l'argent que je vais pouvoir avoir envie de réaliser mon envie, que je vais réussir à réaliser mon envie? Qu'est-ce qui sous-tend cette envie de gagner plus ou d'avoir plus d'argent? Pour répondre à ça, il va falloir de nouveau nous ramener à notre corps, de nouveau revenir là, ici, maintenant et se dire, ok, quand je me dis j'ai envie de devenir riche, est-ce que je suis tendu ou détendu? Si je suis tendu, si je me dis, ok, moi, mon envie, c'est je veux devenir riche, je veux gagner plus d'argent, je veux avoir plus d'argent, est-ce que je suis tendu ou détendu? S'il y a une petite tension, même petite, ou une grande tension quand on se dit cette phrase-là, c'est que peut-être on est en train de se tromper d'envie. Que peut-être on est à côté d'une envie et qu'on est en train de se dire que c'est grâce à l'argent qu'on va réaliser notre envie, mais ce n'est pas vraiment notre envie. Il va falloir se poser la question de dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Est-ce que vraiment, quelle est mon envie à moi? Et pas simplement ma croyance que c'est grâce à l'argent que je vais réussir à vivre ou de réaliser mon envie. Je vous rappelle que le mental, c'est celui qui va nous couper du moment présent, en nous mettant dans le futur et dans le passé, celui qui nous coupe de nos émotions, de joie, de colère, de tristesse, et celui qui nous coupe de nos envies. Donc si on est dans une tension quand on se pose la question de dire, quand on se dit j'ai envie de devenir riche, ça veut dire qu'on est avec notre mental, et donc ça veut dire qu'on est coupé de notre véritable envie, et il va falloir éteindre notre mental pour nous remettre dans l'envie et plus dans le je dois, il faut gagner de l'argent pour réaliser je ne sais pas ce dont j'ai envie. On va essayer d'illustrer un petit peu tout ça par un exemple concret d'une personne que j'ai rencontrée en consultation. Donc c'est Aurélie qui a 35 ans, qui vient me voir parce qu'elle souhaite en finir avec ses peurs par rapport à l'argent. Elle a décidé il y a 3 ans de monter son cabinet de kinésiologie. Mais elle ne gère pas du tout sa condition d'indépendante. Elle supporte pas le risque financier que ça représente. Et elle se rend compte que son cabinet a des hauts, des bas en termes de fréquentation. Et elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à le stabiliser. Pourquoi elle n'arrive pas à trouver un équilibre après 3 années de cet exercice de monter son cabinet de kinésiologie. Elle est angoissée en permanence par rapport à l'argent. Elle est tout le temps en train d'avoir peur de perdre ses patients. Dès qu'un patient annule, elle se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de faux? Est-ce qu'en fait mon patient il va jamais revenir? Et si tous mes patients annulent, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai pas d'argent et du coup je vais pas réussir à payer mon loyer. Et puis elle est vraiment dans une pression et dans une tension permanente par rapport à ça, au point où elle s'autorise même plus
ou en tout cas difficilement à partir en vacances avec son mari et sa fille, parce que si elle part en vacances, ça veut dire qu'elle gagnera plus d'argent. Si elle ne gagne pas d'argent, elle n'arrivera pas à payer. Ça fait un trop gros trou dans ses finances. Donc en fait, tout est une douleur, tout est tourné sur l'argent. Elle se permet pas d'aller chez le coiffeur, elle se permet pas de s'offrir des habits. Elle est tout le temps en tension par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui l'inquiète énormément, qui la ronge, qui l'envahit et qui dirige un peu toute sa vie et qui crée non seulement des tensions en elle, mais aussi des tensions dans son couple, dans sa famille. Je demande à Aurélie, ok, mais c'est seulement il y a 3 ans que vous avez monté votre cabinet, qu'est-ce que vous faisiez avant? Donc Aurélie m'explique qu'elle avait un bon poste dans une institution avec un bon salaire, qu'elle était assez aisée et qu'elle a décidé de se lancer dans la kinésiologie. Et je lui demande pourquoi, qu'est-ce qui a motivé son choix, parce qu'elle ne supportait plus le côté institution et elle souhaitait être libre d'accompagner les gens comme elle le voulait, d'une autre manière. Elle ne se retrouvait plus dans les valeurs de l'institution. A priori, c'est un choix qu'elle ne regrette pas. Elle ne regrette pas du tout d'avoir quitté cette institution. C'était très clair pour elle. Et puis, mais par contre, là où elle avait mal anticipé selon elle, c'est qu'elle ne se rendait pas compte de ce que ça voulait dire que d'être indépendante et de ne plus avoir de filet de sécurité. Comment s'est passé le lancement de son cabinet? Bien. Elle touchait le chômage, partiellement en tout cas. Ça lui laissait du temps pour monter son cabinet et elle avait le droit de le monter. Elle n'avait pas de soucis à se faire par rapport à l'argent, donc aucun problème. Elle était vraiment libre de se consacrer à ce qu'elle a toujours aimé faire, aider les autres. Elle est tombée enceinte quand elle était au chômage, elle a accouché au chômage, donc elle a même eu droit à un congé maternité, même si elle n'a pas vraiment pris parce qu'il fallait qu'elle garde la clientèle ou la patientèle qu'elle avait commencé à construire. Donc elle s'est accordée un très petit congé, 1 mois, et à la fin de son congé maternité, pendant 4 mois, elle a vécu que de son cabinet. Elle a un mari qui ne gagne pas assez pour nourrir toute la famille, donc elle a vraiment vécu que de son cabinet, elle avait que ça, et en fait ça se passait très bien. Ça fonctionnait bien jusqu'à ce qu'elle se rende compte en fait qu'elle vivait de son cabinet, uniquement de son cabinet, et que là d'un seul coup est arrivée la peur de se rendre compte qu'elle avait plus de sécurité financière, que si d'un seul coup elle tombait malade ou si elle arrêtait son cabinet, ça allait être la fin du monde, en tout cas la fin d'une situation confortable, et qu'elle allait se mettre dans une difficulté financière importante, qu'elle allait entraîner aussi toute sa famille avec. Donc elle est partie vraiment dans la peur de se dire, mais mince, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai zéro sécurité. Je n'ai pas le droit de tomber malade, j'ai pas le droit de m'arrêter, j'ai pas le droit de... Donc, elle est partie vraiment avec une tension énorme, et comme par hasard, dès qu'elle a commencé à être dans ses peurs, son cabinet a commencé à se vider, elle a commencé à avoir moins de patience, ce qui l'a stressée encore plus. Comme ça l'a stressée encore plus, elle est partie encore plus dans ses peurs, et puis elle est arrivée dans une situation où c'était vraiment compliqué financièrement, et donc elle a décidé de prendre un poste à 50%, un travail à 50%. À côté pour justement être sûre d'avoir ce filet de sécurité en tant qu'employée. Et elle a gardé ce poste pendant 1 année. Ça lui a permis de se remettre bien, de se détendre, de nouveau relancer, d'être focalisée sur ce qu'elle aimait faire. Et du coup, comme par hasard, on dit souvent qu'on attire les gens quand on se sent bien et qu'on est en train de se respecter. On donne plus envie que si on est complètement dans les peurs tendues. Donc, elle a vu des patients revenir, elle a arrêté son travail après 1 année parce que son cabinet était plein et qu'il fallait qu'elle arrête son travail pour se consacrer entièrement à son cabinet parce qu'elle n'avait pas assez de place sinon. Donc, elle a mis fin à son contrat en se disant, cette fois-ci, je ne refais pas la même erreur, je sais que j'ai plus de filet de sécurité, je sais que c'est comme ça, mais mon cabinet fonctionne. Donc c'est bon, c'est le bon moment pour lâcher le boulot. Sauf que de nouveau, l'exercice a été périlleux. L'exercice a été compliqué parce que de nouveau, elle sent là, depuis quelques mois, que ses peurs reviennent, qu'elles reprennent le dessus à chaque fois qu'il y a une annulation, qu'à chaque fois qu'elle envisage des vacances familiales, de nouveau, c'est pas raisonnable, je devrais pas. Donc de nouveau, elle retrouve en fait des tensions, et elle se rend compte de ça aussi parce que à chaque fois qu'elle est
dans ces peurs-là, elle a de la peine à se faire payer, elle a de la peine à relancer les mauvais payeurs, et ça, c'est quelque chose qui la stresse beaucoup aussi. Et en fait, en gros, elle n'en peut plus d'avoir la boule au ventre à chaque fin de mois, de devoir s'interdire des sorties, des week-ends, des achats qui ne sont pas essentiels, de devoir jongler en fait avec les comptes. C'est vraiment une angoisse en elle et elle veut que ça s'arrête parce que ça devient invivable et ça a un impact sur sa vie familiale aussi. Je lui demande de se rendre compte en fait quand elle me parle, de lui dire mais stop, là est-ce que vous êtes tendu ou détendu quand on parle d'argent? Alors là la réponse est très claire, tendu, très tendu. Et quand je lui demande mais c'est quelle tension vous ressentez, enfin c'est où les tensions dans votre corps, c'est une boule à la gorge et une oppression au niveau de la poitrine. Donc ça c'est très clair en elle que le mot argent, tension. Donc je lui dis ok mais vous pouvez me décrire ce que ça représente l'argent pour vous. Si je vous dis le mot argent, juste là, ici, maintenant, quels sont les mots qui vous viennent? Qu'est-ce que c'est que l'argent pour vous? Qu'est-ce que ça représente, l'argent? Alors, les mots qu'elle utilise, je les ai notés, ils sont assez forts. Hein. Donc, c'est le pouvoir ou l'abus de pouvoir, le conflit, la non-humanité, l'injustice, la violence, la privation de liberté, l'emprisonnement. En entendant ses propres mots, Aurélie, elle se rend compte que c'est peut-être pas un hasard si elle n'a pas d'argent et que c'est peut-être pas pour rien qu'elle n'arrive pas à recevoir d'argent parce que c'est pas très joli l'argent en fait, ça donne pas trop envie et c'est peut-être pas pour rien qu'elle est très tendue quand il est question d'argent, surtout si ça représente tout ça. Donc premier constat en fait, bah oui, c'est peut-être pas, j'ai peut-être un truc à régler autour de l'argent plus qu'autour de mon cabinet. Et l'idée, c'est qu'elle me dise, bah voilà, je lui demande, est-ce que vous pouvez me parler de votre éducation familiale, de votre vécu, en fait, par rapport à ce sujet-là? Et Aurélie, elle m'explique que ça a toujours été un sujet de discorde entre ses parents, entre son père qui gagnait bien sa vie et sa maman qui était mère au foyer. Ça a toujours été un lieu de dispute, l'argent, parce que l'un et l'autre reprochaient à l'autre de trop dépenser, de ne pas être raisonnable, de faire n'importe quoi et c'était de la faute de l'autre si la famille était dans une situation financière plus compliquée que ce qu'elle aurait pu être, au point où Aurélie elle a vu les huissiers venir chez elle alors qu'ils vivaient dans une maison, alors que c'est ce qu'elle me dit, alors que mes frères et sœurs, et mon frère et ma sœur et moi, on était dans des écoles privées en Suisse, donc a priori on n'avait pas de problème d'argent. Mais j'ai vu les huissiers débarquer à la maison et donc c'était une notion d'argent qui était complètement bizarre et compliquée par rapport à ça. Elle a aussi beaucoup entendu sa mère dire que de toute manière, oui, elle se disputait beaucoup avec son père, mais qu'elle n'avait pas le choix, elle était obligée de rester avec lui, même s'il était malheureuse, parce que elle n'avait pas d'argent, de quoi elle allait vivre si elle quittait son père. Donc, elle restait avec son père, la mère restait avec son père, le père d'Aurélie, pour des questions d'argent et qu'elle acceptait d'être malheureuse parce que l'argent. Donc Aurélie, elle a travaillé dès l'âge de 16 ans. Ça a été quelque chose qu'elle a toujours voulu, c'est être autonome au niveau de l'argent, en parallèle de ses études. Et elle se souvient même payer une partie de son loyer, elle se souvient même payer ses factures, ses propres factures de téléphone, dès qu'elle a pu. Recevoir un cadeau dans sa famille, c'était compliqué parce qu'elle avait l'impression qu'elle était redevable, parce qu'à chaque fois, il fallait dire merci pendant des semaines et des semaines et se sentir redevable et expliquer qu'on était bien consciente que c'était chouette qu'on ait reçu un cadeau et puis que c'était pas quelque chose de normal et de normal et puis quelque chose qui doit passer inaperçu. Donc recevoir quelque chose, c'était compliqué, on est redevable instantanément quand on reçoit quelque chose. Elle a aussi toujours entendu beaucoup de choses sur elle, comme quoi elle était trop humaine, trop dépensière, comme quoi de toute manière, toi tu es tout le temps en train d'offrir les choses aux gens, tu donnes ton argent à tes copains et tu auras toujours des problèmes d'argent. Je veux dire, tu sais pas gérer l'argent et c'est quelque chose où vraiment, clairement, toi plus tard dans la vie, il faut pas espérer que tu fasses fortune, surtout si tu veux te tourner vers un métier dans le social, un métier dans l'humain,
alors là, ma pauvre, c'est pas toi qui va devenir riche, en tout cas, c'est pas toi qui va réussir à accumuler de l'argent. Il faut choisir, c'est soit l'être humain, soit l'argent, mais tu vas pas pouvoir faire les deux. Hein. Donc, elle était aussi en école privée. Et en école privée, elle était entourée de gens, de camarades beaucoup plus aisés qu'elle, très aisés, qui en tout cas avaient une notion de facilité par rapport à l'argent, qui avaient des budgets pas les mêmes qu'elle, alors qu'elle, elle travaillait pour avoir ses budgets de sortie, et qui souvent la taquinaient quand elle disait bah non, je vais pas aller là, je vais pas aller à tel endroit, ou je vais pas accepter, je vais pas venir au restaurant parce que bah au niveau budget c'est un peu serré. Alors du coup, tout le monde l'a taquinée en disant mais allez, c'est bon, on t'offre Cosette, c'est bon. Elle a pris pas mal de remarques justement là-dessus et elle s'est sentie vraiment en décalage avec pas mal d'événements et de souvenirs en fait qui ont été douloureux en lien avec l'argent. Hein. Et elle se rend compte qu'en fait, ça génère encore aujourd'hui beaucoup de tensions en elle, ces souvenirs-là. Donc, j'explique à Aurélie que la première chose, c'est que quand on ressent une tension dans notre corps, c'est que notre mental est présent et que la manière d'éteindre notre mental, c'est de porter notre attention à notre corps physique et de porter notre attention à notre corps sensoriel, à nos 5 sens, afin de revenir là, ici, maintenant, dans le moment présent. Que ça va lui permettre de lui faire disparaître une partie de ses tensions, toutes les tensions liées au futur, donc à ses peurs de manquer, à ses peurs de ne pas avoir, à ses angoisses, ses anxiétés, ses appréhensions, ses attentes aussi, attendre que son cabinet fonctionne. Tout ça, en éteignant ce mental, elle risque d'éliminer toutes les tensions liées à ça, ou aussi toutes les tensions liées au passé, donc au regret, aux culpabilités, aux remords, dans lesquels elle peut se mettre quand elle est dans son mental. Maintenant, ça va aussi lui permettre d'accéder à ses émotions. Donc on n'est pas forcément détendu dans le moment présent, c'est pas parce qu'elle va revenir dans le moment présent que pour autant elle va être détendue, mais ça va lui permettre de pouvoir accéder aux émotions qu'elle ressent, aux émotions qu'elle a bloquées en elle. Par exemple, quand elle me parle, donc on fait l'exercice et puis je lui demande, mais quand d'étendre le mental, on fait l'exercice d'étendre le mental, et quand je lui demande, ok, qu'est-ce que vous ressentez maintenant par rapport à toutes ces scènes, tous ces souvenirs que vous avez fait remonter à votre mémoire, est-ce que vous êtes tendu ou détendu? Donc tendu, Aurélie elle est clairement tendue, et je lui demande, mais qu'est-ce que vous ressentez? De la colère, de la joie, de la tristesse? Elle me dit de l'injustice. Et derrière le mot injustice, il y a colère et tristesse, hein. Il y a ces deux émotions, donc je dis ok, quelque part, si vous regardez bien, la souffrance que vous avez par rapport à ce mot argent, c'est parce que l'argent représente, enfin, déclenche chez vous des émotions qui sont associées à des événements vécus avec l'argent et que vous ressentez ces émotions-là en vous, là, maintenant, tout de suite. Dès qu'on dit le mot argent, il y a tous ces souvenirs. Le corps, il est assez bien fait, il va nous amener toutes les émotions liées à ce sujet-là. Et ces émotions-là, comme vous les bloquez à l'intérieur de vous, ça crée une tension. C'est cette tension-là qui pose problème. C'est ça qui crée une douleur. C'est ça qui crée une souffrance. C'est pas l'argent. C'est toutes les émotions qui sont déclenchées par ce mot argent que vous vous empêchez de reconnaître, de ressentir et d'exprimer et que vous ressentez dans votre corps comme étant une douleur, une tension importante. Donc l'idée, ça va être justement que petit à petit dans son quotidien, elle apprenne à éteindre son mental afin de revenir dans le moment présent, puis de pouvoir aussi accéder à ses émotions et de s'autoriser, une fois le mental éteint, à pouvoir reconnaître, ressentir et exprimer ses émotions de joie, de colère, de tristesse par rapport à ce mot-là. L'idée, c'est un peu de nettoyer tout ce que ce mot déclenche en elle. Nettoyer un peu tout ce que ça représente de manière à revenir, à pouvoir le remettre à sa place, le mot argent, l'argent, de le remettre à sa place et de se rendre compte que, ok, une fois que je ressens plus rien quand j'évoque le sujet de l'argent, en fait, ça fait plus mal. Donc, c'est plus quelque chose de douloureux, c'est plus quelque chose à fuir, c'est de l'argent, ok? L'argent, c'est l'argent. J'en ai pas, quels sont mes budgets, mais c'est vraiment de vider un peu de son contenu émotionnel ce mot, cette notion-là. Et pour ça, ça passe par éteindre le mental et vider les anciennes scènes, l'éducation, les croyances autour de ce mot, vider en tout cas les émotions que ça a générées de manière à pouvoir rester mental éteint, là, ici, maintenant, et sortir de ses croyances par rapport à ce sujet-là. C'est ce que fait Aurélie, et rapidement, déjà, elle
elle sort de ses peurs. C'est la première chose, à force d'éteindre son mental, c'est que déjà, elle est beaucoup moins dans les peurs, elle a toujours les mêmes difficultés financières, elle a toujours le même budget, mais ça lui fait plus mal. Elle en souffre plus, elle est plus angoissée à l'idée de ne pas avoir d'argent. À chaque fois, elle revient là, ici, maintenant, dès qu'elle sent une tension. Et ça, c'est déjà un immense soulagement. Ça veut dire qu'elle n'est plus en train de projeter ses budgets, elle est juste là, ici, maintenant, dans le moment présent, et elle n'est plus dans ses peurs et ses angoisses de manquer d'argent. Maintenant, elle me dit, oui, c'est chouette, hein, mais j'ai vraiment envie de gagner plus. J'ai vraiment envie d'avoir une aisance financière, de quand même améliorer mon aisance financière et d'avoir plus d'argent que ça. Et franchement, je ne vois pas comment je peux faire pour que ça se réalise parce qu'on est vraiment un peu au max de ce qu'on gagne. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, je lui demande pourquoi est-ce qu'elle souhaite gagner plus d'argent. Pourquoi faire son cabinet fonctionne bien. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle attend de l'argent? Qu'est-ce qu'elle attend de ce budget qui devrait augmenter et de ces gains qui devraient augmenter? Elle me dit, bah, moi j'ai envie de sortir, de pouvoir dire oui à une sortie, à un week-end, à des vacances, sans réfléchir. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de pouvoir aller chez le coiffeur, de m'acheter des habits sans calculer. Voilà, j'ai envie de tout ça. Puis je dis, non, mais qu'est-ce que vous voulez vivre? Quand vous dites j'ai envie de m'acheter tout ça, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre en réalisant tout ça, en consommant tout ça ou en étant simplement pas réfléchir avant de dire oui? C'est quoi votre véritable envie? Je lui donne une image que j'utilise assez souvent. On est souvent en train de penser, de confondre la destination de voyage avec les moyens de transport pour arriver à cette destination de voyage. On est souvent en train de se demander comment est-ce qu'on va faire pour réaliser les choses avant même de s'être posé la question de dire mais j'ai envie de quoi en fait? Si j'ai envie si je découvre que j'ai envie d'aller à Honolulu ou j'ai envie d'aller à Berne, bah, ça va pas être les mêmes moyens de transport. Mais nous, on est là en train de se poser 1000 fois la question de dire mais comment est-ce que je peux faire pour gagner plus, mais pour gagner plus, pour avoir quoi? Gagner plus, pourquoi? Devenir riche, pourquoi? Quelle est l'envie? Quelle est la véritable envie? Plutôt que de se rendre compte que peut-être qu'on est en train de confondre avec l'argent est un moyen d'obtenir quelque chose qui me fait vraiment envie. Et à ce moment-là, c'est un train, un bateau, un avion, une voiture. C'est un moyen de transport. Et je confonds ce moyen de transport avec j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'avoir de l'argent, mais je ne me suis même pas demandé quelle est mon envie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait derrière tout ça? C'est quoi ma véritable envie, moi, par rapport à moi? Donc de ne pas confondre, de replacer d'abord, je choisis ma destination de voyage, et ensuite, éventuellement, je réfléchis à quel moyen de transport je prends. Et confondre justement comme si les moyens de transport étaient vraiment la destination de voyage. Donc c'est vraiment de dire, ok, quelle est votre destination de voyage? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Et là, on va répondre à cette question mental éteint. Et c'est une réponse qui n'est pas forcément une réponse logique, qui est une réponse plutôt du cœur et qui vient comme ça et qui est une véritable envie. Et en fait, Aurélie, elle se rend compte qu'elle veut se sentir. Elle me dit, je veux me sentir libre et en sécurité. Libre de choisir, en sécurité, plus avoir la boule au ventre. Donc j'ai envie de me sentir libre et en sécurité. Et au moment où elle prononce ces mots, Aurélie, elle sent une véritable détente en elle, signe que c'est la vraie réponse, que c'est plutôt la bonne réponse pour elle, en tout cas que c'est la sienne et que c'est vraiment ce qu'elle a envie de vivre, c'est sa destination de voyage. Et donc je lui pose la question de dire, mais est-ce qu'il serait possible, éventuellement, que vous puissiez vous sentir libre et en sécurité sans forcément que ce soit l'argent qui vous apporte ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de vous apporter ce sentiment de sécurité, de sentiment de liberté, sans pour autant devoir absolument gagner plus d'argent? Parce que vraiment, c'est l'argent le souci en fait. Est-ce que quand vous êtes dans votre mental, en train d'être dans vos peurs, dans vos angoisses, est-ce que vous êtes dans un sentiment de liberté et de sécurité? Non. Est-ce que quand vous êtes dans votre mental en train de bloquer vos émotions et de vous empêcher de vivre ce que vous ressentez, est-ce que vous êtes dans un sentiment de liberté et de sécurité? Non. Quand vous êtes en train de vous dire, bah non, je ne dois pas avoir envie de partir en vacances parce que il faut absolument travailler et je dois m'interdire mes envies, je ne dois pas avoir d'envie pour être sûr que ça rentre dans mon budget, est-ce que vous êtes en train de vous accorder ce sentiment de liberté et de sécurité? Non. Donc la première chose à faire peut-être, c'est de se dire, ok, ma destination de voyage, c'est
me sentir libre et en sécurité, comment est-ce que je peux le faire, moi pour moi, par rapport à moi, et de me l'apporter moi-même, sans que ce soit forcément une raison logique. Bah, si je veux ressentir ça, du coup, je dois gagner plus d'argent. Ça, c'est logique. Et en fait, ça ne marche pas. Et ça crée, notre corps, il le dit très simplement, tension, ce n'est pas la bonne option. Ce n'est pas ta véritable envie. Ta véritable envie, c'est de te sentir libre et en sécurité. Donc l'idée, ça va être de s'autoriser ce sentiment-là, de s'autoriser d'être libre et d'être en sécurité. Et comment est-ce qu'elle fait? Ben, Aurélie, elle commence à justement défocaliser un peu de l'argent, arrêter de me prêter ce pouvoir-là à l'argent, mais de se rendre un peu ce pouvoir et de se dire, ok, à chaque fois que je suis dans l'insécurité ou dans le manque dans l'interdiction d'être libre, je reviens là, ici, maintenant. Je reviens à moi, je reporte mon attention à moi, je me respecte, j'apprends à être dans le moment présent, je vis mes émotions, je reviens à qui je suis, à mes envies aussi, à mes qualités, et je m'accorde en fait la liberté d'avoir envie. La liberté de faire, la liberté de vivre, et comme par hasard, à chaque fois que je dis oui, elle me racontait qu'elle disait oui à un week-end que ses copines lui avaient proposé, alors qu'elle n'avait pas le budget, qu'elle ne s'était pas posé la question de pourquoi, est-ce qu'elle pourra se le payer ou pas, et que elle a juste dit parce qu'elle en avait envie, elle s'est accordé le droit de se sentir libre, avec un sentiment de sécurité totale, parce que c'était dans son envie, dans le moment présent, et puis comme par hasard, le budget, elle l'a trouvé. C'est un peu comme si, il me disait, c'est un peu comme si, en fait, mon budget était extensible. Je ne comprends pas trop comment j'ai fait, mais en tout cas, j'avais l'argent et j'ai pu partir en week-end avec mes copines j'ai pu m'autoriser à vivre et à vivre mes envies, en fait. Et elle se rend compte que, du coup, comme par hasard, elle a les moyens financiers. Et que quand elle s'angoisse plus du tout par rapport à l'argent, comme par hasard, elle déclenche aussi la capacité à recevoir de l'argent. Parce qu'elle n'est plus dans cette tension par rapport à ce mot-là. Et du coup, elle n'a plus aucun problème à relancer les mauvais payeurs. Elle n'a plus aucun problème à recevoir de l'argent. Et c'est ce qu'elle fait. Elle reçoit de l'argent de ses patients. Elle se fait mieux payer. Elle arrête de vivre en fait en fonction de son budget. Mais elle vit en fonction de ses envies. Et c'est comme si le fait de ne plus penser à l'argent, d'être détendu par rapport à ce sujet, en fait, créait une autre réalité dans laquelle l'argent n'était pas un problème. Donc on voit vraiment l'importance de débusquer les freins qu'on a en nous concernant l'argent. L'importance d'en prendre conscience en éteignant notre mental, en nous référant à notre corps, mais surtout l'importance de pouvoir reconnaître, ressentir et exprimer nos émotions de colère, de joie, de tristesse par rapport à ce sujet-là et par rapport à ce qu'on a vécu, notre éducation, notre vécu, notre passif avec ce sujet. Une fois qu'on a pu justement évacuer nos émotions et une fois que l'argent fait plus mal, ne génère plus aucune tension, c'est plus facile de rester mental éteint là, ici, maintenant et de pouvoir accéder à nos véritables envies, à notre véritable destination de voyage. Est-ce que mon envie c'est de devenir riche ou est-ce que mon envie c'est d'être libre, de vivre bien, d'être en sécurité, de m'accorder le droit d'être qui je suis et de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et on va voir que souvent, notre réelle envie pour nous, c'est pas forcément l'argent. L'argent, quelque part, se replace comme étant un moyen parmi tant d'autres de réaliser nos envies. Mais c'est pas forcément le seul moyen. Donc ne laissons pas notre mental nous dire l'inverse. Et l'idée, accordons-nous le droit d'avoir des envies sans restriction. Et surtout, accordons-nous le droit d'être dans la confiance et dans ce savoir inné que tout est possible.